Je prendrai néanmoins le risque d'étonner en affirmant qu'il faut probablement tenir la création de la citoyenneté européenne pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un simple corollaire de la monnaie unique, qui est, elle, le vrai, le puissant mécanisme par lequel se réalisera non seulement l'intégration économique, mais aussi, finalement, l'intégration politique. Ceux qui se contentent de demander l'abrogation des dispositions sur le droit de vote s'attaquent, je le crains ainsi, aux effets anticipés sans s'attaquer aux causes. On peut d'ailleurs se demander légitimement jusqu'à quel point cette disposition provocante, qu'on pourrait éventuellement paraître atténuée, n'a pas pour seule fonction d'être un abcès de fixation, un leurre, un change, comme on dit sur certains terrains de chasse. Nous en aurons du moins tiré parti pour nous souvenir que le sentiment national n'est pas le nationalisme. Car le nationalisme, avec ses outrances et son égoïsme forcené, a quelque chose de pathologique qui n'a rien à voir avec la nation, ni bien sûr avec la République. C'est dire combien la France, dont il nous faut préserver la souveraineté en refaisant de la dissoudre dans l'Europe fédérale, n'est pas la France des extrémistes de droite, qui est en fait une anti-France. Que peuvent d'ailleurs bien comprendre la nation ceux qui, il y a 50 ans, s'engageaient dans la collaboration avec les nazis pour bâtir l'ordre européen nouveau, ceux qui, dans Paris occupé, organisaient des expositions sur la France européenne au Grand Palais, ceux qui prophétisaient qu'on parlerait de l'Allemagne et du Danemark comme on parle de la Flandre et de la Bourgogne, ou encore que dans une Europe où l'Allemagne tiendrait le rôle que l'Angleterre entendait s'arroger, ses intérêts et les nôtres se rejoindraient tôt ou tard. Je ne crois pas que cela ait rompu avec ses penchants, malgré les efforts qu'il déploie pour jouer sur l'égoïsme, tout en dissimulant l'idéologie qui les anime, qui dépasse d'ailleurs les frontières et qui est anti-républicaine, parce qu'elle est viscéralement contre l'égalité des droits et la reconnaissance universelle de la dignité de la personne humaine. Mais qu'on y prenne garde, c'est lorsque le sentiment national est bafoué que la voie s'ouvre aux dérives nationalistes et à tous les extrémismes. J'ai parlé de République, de valeurs républicaines. Il faut à ce sujet bien nous entendre. En France, la République n'est pas seulement un régime institutionnel. Et s'il fallait lui trouver une date de naissance, je la situerais plutôt à Valmy, le 20 septembre 1792, avec le peuple en armes, plutôt qu'à la Convention le lendemain, quand les députés décidèrent d'abolir la monarchie. Car la République, c'est avant tout ce système de valeurs collectives par lequel la France est ce qu'elle est aux yeux du monde. Il y a une République française comme il y eut une République romaine. Depuis l'origine, sa maxime est la même. La souveraineté du peuple, l'appel de la liberté, l'espérance de la justice. Elle est inséparable de la dignité de la personne humaine et de son émancipation, de l'état de droit, de l'équité et de l'égalité des chances. Elle est inséparable de la solidarité nationale, de l'ambition collective nationale, de l'esprit national, de l'indépendance nationale. Elle est inséparable de l'État qui, en son nom, doit arbitrer, rendre la justice, attaquer inlassablement les privilèges, combattre les féodalités, accorder la primauté aux mérites et à la vertu. C'est dire que, forgée dans le même moule, la République n'est pas séparable de la nation. Et tout cela, bien sûr, ne date pas d'hier. N'y avait-il pas déjà un sentiment national dans les groupes anti-anglais de Normandie pendant la guerre de 100 ans, quand pour la première fois on a crié à Marseille en 1585 « Vive la République !» contre la Ligue qui pactisait avec les Espagnols? N'y avait-il pas déjà au Moyen-Âge un modèle culturel français dans cette université de Paris
qui imposait à l'Europe la suprématie de sa méthode, et quand l'abbé Sugère ouvrait à Saint-Denis le temps de ces cathédrales qu'on n'appelait pas encore gothiques, et dans lesquelles toute l'Europe d'alors reconnaissait l'art de France, n'y avait-il pas déjà une volonté nationale chez Philippe le Bel, quand il refusait de tolérer aucun État dans l'État, et chez le petit roi de Bourges, quand il rejetait le traité de Troyes, par lequel Isabeau de Bavière avait livré la France aux Anglais, et chez François Ier, quand il signait à Villers-Cotterêts l'édit par lequel le français allait devenir la langue officielle de l'État. À chaque étape de notre histoire, il y a déjà ainsi un peu de la République. Comme il y en avait quand Napoléon faisait rédiger le Code civil et qu'il disait « Ma maxime a été la carrière ouverte au talent sans distinction de fortune ». Il fallait passer par là pour qu'un jour il y eût vraiment la République et les philosophes et la déclaration des droits et l'école de la République, pour que la France devienne ce pays si singulier dont Malraux disait qu'il n'est jamais plus grand que lorsqu'il parle à tous les hommes.